Bonjour et bienvenue dans le podcast Allo Anaïs Coaching qui vous inspire à développer votre plein potentiel. Merci beaucoup pour l'accueil que vous avez donné à l'épisode précédent justement sur le bonheur qui s'offre à nous une fois qu'on arrive à dépasser nos peurs. Alors merci beaucoup pour vos retours, ça m'encourage comme d'habitude toujours à continuer. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour parler justement de ce syndrome de l'imposteur et comment s'en défaire. C'est un sujet qui me semble assez clé. J'en entends souvent parler autour de moi, j'en entends aussi dans les séances de coaching, tout le monde s'auto-définit comme ayant ce syndrome de l'imposteur. Donc, j'avais envie de faire un épisode complet là-dessus. Même quand on fait des recherches en fait sur Google, YouTube, on trouve plein d'affaires. Vraiment, on dirait une pandémie invisible de ce syndrome de l'imposteur. Alors, j'avais envie d'expliquer tout ça en quatre parties. En 4 questions même. Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur ? Qui sont ces imposteurs ? Pourquoi ressentons-nous cette imposture et comment s'en libérer ? Et j'ai également écrit cet épisode basé sur 3 livres, donc je vais vous les montrer ici. Le premier sur le syndrome de l'imposteur, un petit livre qui se lit très bien, écrit par un professeur et conférencier en psychologie. Donc c'est assez concret et très pratique, les exemples qui sont donnés dans ce livre-là. Il y a aussi ce livre-ci de « Je suis comme je suis, connaissez-vous vraiment vos valeurs personnelles ?» écrite par une thérapeute comportementaliste et cognitiviste, donc sur pas mal le cerveau aussi. Et finalement, donc ça, c'est un peu la Bible des émotions, la puissance des émotions, comment distinguer les vraies des fausses. Donc ça part des émotions principales, on va dire les plus connues, la peur, la joie, etc. Et après, c'est décliné en fonction de ces... on peut aller plus loin, tu sais, la colère. Derrière la colère, il y a la peur. Il y a derrière bref, ce livre-là parle des émotions de manière primaire et secondaire. Donc, on a toute une panoplie d'émotions là-dedans. Donc, c'est assez intéressant à lire pour apprendre à connaître les émotions et à aller de l'avant. Donc, bref, j'ai monté cet épisode basé sur ces livres-là. Alors, on va commencer tout de suite à sauter directement dans le cœur du sujet. Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur ? Alors, on parle de syndrome, mais c'est pas un vrai syndrome. C'est pas cliniquement un syndrome médical. C'est une appellation commune qu'on a dans le monde courant, j'allais dire dans le monde du travail, mais pas que dans le monde du travail d'ailleurs. Mais un médecin ne vous dira jamais « Oh là là, je crois que vous avez attrapé le syndrome de l'imposteur ». Ça n'arrivera jamais. Donc, c'est pas quelque chose de cliniquement prouvé. Mais il y a comme 3 types de caractéristiques qui vont souvent faire en sorte que les gens vont dire qu'ils ont le syndrome de l'imposteur. C'est la croyance en fait que les autres surestiment nos atouts et nos compétences, la peur d'être démasqué ou pointé du doigt, et finalement la tendance systématique à attribuer ces réussites soit à des facteurs externes comme la chance ou le résultat d'un travail acharné. Donc la croyance que les autres nous surestiment, la peur d'être démasqué et attribuer son succès à des facteurs externes. Les hommes et les femmes sont autant touchés par ce symptôme-là. Il y a, dans le livre, ils disent qu'il y a 70% des gens qui sont touchés par ce phénomène-là au moins une fois dans sa vie. Donc c'est pour vous dire l'ampleur du truc. C'est aussi souvent plus courant chez les gens qui réussissent brillamment. Et voilà, il y a plusieurs chercheurs qui le classent aussi dans la catégorie de la santé mentale, ce symptôme-là. Donc ce n'est pas rien, c'est quand même un sujet sérieux et d'intérêt, je pense, pour pas mal d'entre nous. Et ce symptôme-là, ça peut arriver dans des périodes de transition dans la vie, comme un changement de poste au bureau. Admettons, si vous prenez le rôle d'un gestionnaire et que c'est nouveau pour vous, si vous prenez un nouveau cursus d'études, quand vous entreprenez quelque chose et que vous avez du succès rapidement, ou si vous êtes les premiers, par exemple, de votre famille qui font des études, ça peut arriver aussi. Ou alors, si vous atteignez les objectifs en passant par des chemins de traverse, si vous faites partie de groupes sous-représentés. Ou alors aussi les enfants de parents brillants, par exemple, peuvent avoir aussi ce symptôme-là. J'ai pris comme exemple les enfants de chanteurs, par exemple, qui ont un espèce de complexe d'infériorité par rapport à leurs parents qui sont excellents. Alors, comment savoir si ce que tu ressens en ce moment pourrait s'apparenter à un sentiment d'imposture ? Il y a 3 axes possibles qui sont décrits dans les livres. Le premier point, c'est si tu as grandi dans un environnement où tu ne pouvais pas avoir de grandes ambitions personnelles. Si tu as une dissonance cognitive, c'est-à-dire que le succès, c'est pas bien, ou tu ne le mérites pas.
Donc on parle aussi de croyances intégrées là. Et finalement, que le succès, si on a du succès, c'est soit lié à la chance ou lié au talent. Donc souvent, ça va être des gens qui vont s'excuser même d'avoir réussi. Ce sentiment d'imposture, c'est ni un signe de faiblesse, ni un signe d'échec. Alors, qui sont ces imposteurs, parce qu'on a dit 70% des gens le vivent au moins une fois dans leur vie. Alors, qui sont-ils? Il y a plusieurs caractéristiques en fait au sentiment d'imposture. Donc, je vous réfère aussi à l'épisode sur les pensées limitantes parce que justement, ces pensées limitantes peuvent vous amener à un sentiment d'imposture qui vous font croire que vous êtes un imposteur. Souvent, un imposteur va travailler très dur. Il va cacher aussi sa véritable opinion. Ça peut être quelqu'un qui cherche à impressionner, que ce soit son mentor, son héros, une image, une figure importante dans sa vie, parce qu'il a ce besoin de reconnaissance élevé. Souvent, la personne qui a ces sentiments d'imposture va aussi sous-estimer son travail. Mais non, c'était rien, mais non, c'était pas grand-chose, ça m'a pris 5 minutes. Et ils repoussent les compliments. Donc, on ne veut pas de compliments. Et souvent, ils ont aussi une tendance à l'auto-sabotage. Donc, à se mettre soi-même des bâtons dans les roues. Alors, dans les différentes lectures, j'ai noté 5 types d'imposteurs. Alors, je vais vous les décrire et vous allez me dire si vous vous reconnaissez ou si vous reconnaissez quelqu'un de votre entourage. Je vous attends dans les commentaires. Donc, les 5 profils, c'est le perfectionniste, le superwoman, la superwoman ou le superman, le génie naturel, le dur à cuire et l'expert. Donc, je vais les passer un à un et vous allez me dire si vous vous reconnaissez là-dedans. Alors, le perfectionniste, c'est quelqu'un qui est rarement satisfait de son travail, même quand il réussit, parce qu'il se dit toujours qu'il aurait pu mieux faire. Les objectifs et les attentes sont si hautes que c'est rarement possible de les atteindre. Souvent, les perfectionnistes vont ressentir de l'angoisse, de l'anxiété et de l'insatisfaction. Ils luttent constamment contre ce sentiment d'échec, parce qu'ils se sentent constamment en échec, parce que c'est jamais assez, c'est jamais bien ce qu'ils font. Donc ça renforce leur sentiment d'être nul, leur sentiment de pas être assez à la hauteur. Et c'est des personnes aussi qui ont tendance justement à ruminer ces échecs-là. Et ça me fait penser justement à l'épisode où je parle des pensées limitantes avec les 2 états d'esprit, l'état d'esprit plutôt rigide et ceux qui ont un état d'esprit de croissance. Donc ceux qui ont un état d'esprit plutôt rigide vont avoir tendance aussi à ruminer ces échecs-là. Et finalement, les perfectionnistes ont également de la difficulté à déléguer parce que c'est toujours mieux fait par eux que par quelqu'un d'autre. Alors, les perfectionnistes, en fait, chaque profil d'imposteur ont tendance à s'imposer des règles et ce que les perfectionnistes s'imposent, c'est justement que tout doit être parfait, qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, que s'ils n'y arrivent pas parfaitement, c'est qu'ils ne sont pas à leur place et si c'est pas parfait, ça veut dire qu'ils ont échoué. Vous voyez, donc ça, c'est des règles auto-imposées qui peuvent faire partie aussi de leur système de croyance. La superwoman ou le superman, c'est comme le perfectionniste, sauf que le succès, c'est pas dans ce qu'ils font, mais dans la manière dont ils le font. Donc c'est vraiment, ils ont un champ d'action beaucoup plus large que le perfectionniste qui va se concentrer sur un sujet, un rapport, un fichier Excel, une présentation, une photo, vraiment un sujet en particulier, alors que la superwoman ou le superman veulent prouver à tous les autres qui sont exceptionnels dans plusieurs domaines. Ils se vantent de pouvoir jongler justement dans plusieurs activités et d'y exceller. Finalement, ce qu'ils veulent, c'est prouver aux autres qu'ils sont des êtres exceptionnels et ils cherchent continuellement l'approbation des autres et la validation que oui, ils sont des êtres exceptionnels. Donc, leurs croyances et les règles qui s'imposent, c'est qu'ils doivent exceller dans tout ce qu'ils font. Plus ils en font, plus ils sont bons. Ils doivent pouvoir démontrer qu'ils peuvent tout gérer et avouer être dépassés est considéré comme un signe de faiblesse. Ensuite, on a le génie naturel. Le génie naturel, alors lui, comme son nom l'indique, il croit que tout est inné chez lui et que l'effort pourrait être perçu comme une imposture. Donc, s'il ne comprend pas, en fait, ce type de personnes-là ne comprennent pas qu'il y a plusieurs étapes pour passer de novice à expert. Parce que tout est inné chez eux, alors c'est compliqué. L'effort, c'est pas une notion qui leur appartient. Ils espèrent vraiment atteindre la perfection rapidement, très très vite, sans effort, parce que sinon ils vont se décourager. Et les règles qui vont s'auto-imposer, les croyances qu'ils ont, c'est qu'ils devraient y arriver du premier coup. Ça devrait être facile pour eux puisqu'ils sont géniaux. S'ils étaient vraiment talentueux, ils n'auraient pas tant de mal que ça. S'ils doivent travailler dur pour y arriver, c'est qu'ils sont mauvais.
Donc ça ne fonctionne pas. L'effort avec les génies ne fonctionne pas. Il y a ensuite les durs à cuire. Alors les durs à cuire, eux, ils doivent réussir tout seuls. Ils refusent de se faire aider parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir se revendiquer le succès. S'ils ont eu de l'aide de quelqu'un, mais ce n'était pas vraiment grâce à eux qu'ils ont atteint ce succès-là. Ils veulent vraiment s'approprier le succès pour augmenter leur estime et leur confiance en eux. Donc pour lui, si on lui demande de l'aide, si on lui dit « Ah, est-ce que tu as besoin d'aide sur ce dossier-là ou sur ce travail-là ?» c'est assumer ou montrer qu'il n'y arrive pas. Et ça, pour lui, c'est très grave. Lui ou elle, d'ailleurs. Donc les règles et les croyances auto-imposées, c'est justement, je devrais y arriver tout seul. Si on me propose de l'aide, c'est parce que tout le monde voit bien que je ne suis pas à ma place. Et rien ne vaut le succès en solo, quoi. Et le dernier profil que j'ai noté, c'est le profil de l'expert. Donc lui ou elle a la réputation d'exceller, mais il ne pense pas le mériter. Il met la barre tout le temps très haut. C'est quasiment inatteignable à chaque fois. Et lui, dans sa perception du monde, c'est qu'il doit absolument tout connaître. Il faut connaître tous les détails. Il veut tout le temps apprendre. Ça, à la limite, ça devient une obsession. Et souvent, ces gens-là, ils ne veulent pas de nouveaux rôles ou de promotion au travail parce qu'ils ne pensent pas avoir les compétences nécessaires pour adopter un nouveau rôle. Il y a un exemple typique, mais d'ailleurs, on en avait parlé dans le témoignage de Ronald qui est venu dans le podcast la saison dernière pour parler justement de son syndrome de l'imposteur. Il était en changement de poste et il regardait les annonces, puis j'en parle parce qu'il en parle également dans l'épisode, sinon je suis tenue évidemment au secret professionnel. Mais dans sa recherche de poste, en fait, il voyait qu'il n'avait pas 100% des compétences pour pouvoir prétendre au poste et appliquer. Donc il n'appliquait pas. Mais il y a aussi une tendance très féminine sur ce genre de cas de pas, et d'ailleurs ils en parlent dans le livre, je ferai pas le détail sur ce point-là, mais les femmes ont une grosse tendance à ne pas appliquer à un poste quand elles sentent qu'elles n'ont pas 100% des compétences demandées. Donc les règles auto-imposées et les croyances de ce type de profil d'imposteur, c'est qu'un expert, s'il veut être expert, c'est qu'il doit tout savoir, qu'il n'est évidemment jamais assez qualifié. Il ne peut pas demander de l'aide parce que sinon, ça montrerait qu'il fait semblant alors qu'il est censé tout connaître, et qu'il ne peut pas utiliser ses connaissances tant qu'il n'est pas expert. Donc c'est la culture du jamais assez de ce côté-là. Et évidemment, c'est un sentiment, en fait, tous ces profils-là, ce sentiment d'imposture, je l'ai croisé très souvent dans les coachings que je fais parce que souvent j'accompagne des gens en transition de carrière professionnelle, etc. Alors ça va être un sentiment qui revient souvent sur la table. Donc, comme par exemple avec Ronald, je vous invite à aller écouter son témoignage. C'est assez intéressant de voir comment il a utilisé ce syndrome de l'imposteur-là pour justement s'apprivoiser son nouveau rôle, se sentir adéquat et performant dans cette nouvelle position et de sentir qu'il méritait cette promotion. Alors, à la fin du chapitre 1 de ce livre-ci, vous avez un questionnaire pour découvrir quel type d'imposteur vous êtes. Et ça peut, peut-être piquer votre curiosité pour voir si vous correspondez à un de ces profils-là ou si déjà, en vous décrivant ces profils-là dans l'épisode, vous vous êtes reconnu ou vous avez reconnu quelqu'un. À travers ce livre-là aussi, donc, il parle du sentiment d'imposture chez les femmes dans le monde du travail. L'imposture aussi au masculin, un secret honteux. Au-delà du travail, il y a aussi l'imposture dans la société, l'imposture chez les parents, chez les ados et les étudiants. Donc, vous allez certainement, peut-être à un moment de vie, vous reconnaître à travers l'un de ces exemples. Donc, je vous invite à explorer ce livre-là. Alors, maintenant qu'on a décrit qu'est-ce que l'imposture, qui sont ces imposteurs, maintenant pourquoi on ressent ce sentiment d'imposture? Alors on l'a déjà dit, ça vient à la fois d'une dissonance cognitive entre avoir du succès et la sensation de ne pas le mériter, mais ça vient aussi d'un moment de vie, d'un moment de transition, mais également de l'environnement familial, de l'environnement social dans lequel on évolue, et ça peut devenir un mode de vie. Ça vient également aussi, ça peut potentiellement venir d'un manque d'estime de soi. Le rôle important aussi des réseaux sociaux, l'impact que ça peut avoir aussi sur nous, notre estime, l'effet de comparaison par rapport aux autres.
avec ces attentes sociétales et ces injonctions qui peuvent être imposées. On a vu dans les épisodes précédents le système de croyances personnelles, donc c'est vraiment de nous par rapport au monde, mais les injonctions sociales, c'est vraiment la société par rapport à nous qui nous inflige en fait un système de croyances qu'on n'a pas forcément besoin d'adhérer. Alors, le manque d'estime de soi, on a dit, c'est un point qui peut favoriser ce sentiment d'imposture. Le manque de confiance en soi, ces pensées limitantes, je suis pas capable, j'y arriverai jamais, mais non, ça c'est pas moi, je peux pas le faire. Ce sentiment de ne pas être assez bon, on peut se le répéter et se le ruminer malheureusement. Mais attention, l'excès de confiance n'est pas bon non plus. Et on parle de l'effet de Dunning-Kruger, je pense que je suis pas sûre de bien le prononcer, mais cet effet-là, en fait, décrit l'illusion de la supériorité psychologique ou intellectuelle. Donc, ça pousse les personnes ignorantes ou peu connaissantes à surestimer sans cesse, en fait, leur connaissance et leurs capacités. Puis d'ailleurs, il y a une expression, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est celle-ci, c'est la connaissance, c'est comme la confiture, moins on en a et plus on l'étale. Donc ça, c'est pour un petit peu illustrer cet effet-là. Donc, le manque de confiance en soi, c'est important de le travailler pour justement sortir de ce syndrome, de ce sentiment d'imposture. Mais attention à l'excès de confiance qui peut avoir aussi l'effet inverse. Donc, il y a comme une juste balance à trouver entre les deux. Et puis souvent, l'imposteur a une mauvaise opinion de lui. Il a des croyances fondamentales et ancrées. Et puis, il a des preuves de son rejet que c'est vraiment à cause de la chance ou à cause de conditions extérieures qui doit son succès. Il y a plusieurs causes en fait sous-jacentes à ce manque d'estime de soi. Ça peut être lié à une éducation avec des parents négatifs, par exemple, qui réprimandaient souvent les enfants, ou des parents ultra contrôlants comme un père ou une mère surprotecteurs. Donc forcément, si on surprotège les enfants, mais ils sont plus capables de faire les choses par eux-mêmes. Le manque d'attention aussi de l'entourage peut favoriser un problème d'estime de soi. Le harcèlement, on en parle, que ce soit à l'école ou au travail. Des mauvais résultats scolaires à répétition, ça peut aussi influencer une mauvaise estime de soi et finalement la comparaison sociale, notamment aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. D'ailleurs, il y a 62% des gens qui admettent que les réseaux sociaux leur donnent l'impression de ne pas avoir la vie et le succès dont ils rêvent. Donc vraiment d'avoir cette statistique en tête qui est assez choquante, mais qui permet de prendre conscience que vraiment, on le sait tous, mais on l'ignore, on essaye de se conforter dans cet état-là, mais les réseaux sociaux vraiment contribuent à ce sentiment d'imposture, à ce manque de confiance en soi qu'on peut avoir parfois. Parce que sur les réseaux sociaux, les gens ont tendance à embellir leur vie, à se montrer sous leur meilleur jour, à admirer la vie des autres. Et là, tu sens que tu as un décalage. Ah oui, mais pourquoi lui, il va à Punta Cana tous les étés? Pourquoi elle a réussi professionnellement et pas moi? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Donc, on a cette tendance à se comparer. Et d'ailleurs, dans les ouvrages que j'ai lus en référence de l'épisode, ils disent que parfois même, ça peut être les influenceurs qui souffrent eux-mêmes de ce sentiment d'imposture parce qu'ils se sentent mentir dans le sens où ils montrent toujours une image ultra positive d'eux. Donc peut-être même, eux-mêmes peut-être souffrent de ce sentiment d'imposture. Les réseaux sociaux aussi, ça contribue à ça, dans le sens où les efforts paraissent si faciles. Il n'y a pas vraiment... on montre justement les résultats et jamais le chemin parcouru. Alors, on en voit de plus en plus qu'ils le font à travers les réseaux sociaux, de montrer tout ce que ça prend pour arriver là. Mais il y a une grosse tendance à montrer juste, moi, je suis riche et célèbre, et toi, tu l'es pas. Alors qu'en fait, pour arriver là, il y a eu plusieurs étapes qui lui ont permis d'arriver là dans la vie. Il y a aussi la possibilité, au bout du téléphone, de se comparer très rapidement à des milliers et des milliers de personnes. Alors qu'avant, à une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas, on se comparait aux gens de notre entourage, de notre village. Et même à une époque où, c'était les périodes industrielles, c'était des ouvriers qui se comparaient entre eux. C'était des semblables en fait. Donc la comparaison était moins importante dans leur vie. Et pareil, les gens de haute société se comparaient entre eux, mais il y avait moins cet écart-là en fait qui est créé. Et c'est vraiment cet écart qu'on peut voir à travers l'ensemble de la planète, à travers les réseaux sociaux, qui nous permet de nous comparer à un éventail de gens et de parcours complètement différents. Et on a... de manière naturelle, en tant qu'être humain, ce besoin de se comparer, ça nous permet aussi de progresser. Mais souvent, en fait, il disait dans les livres que 98% des gens se comparent à des gens d'un milieu social supérieur.
Donc forcément, on n'est jamais assez bon, on n'est jamais assez beau, on n'est jamais assez riche, on n'a jamais autant de succès que ces gens-là parce que on se compare toujours à ce qu'il y a au-dessus de nous. Alors que si on se comparait aux gens peut-être de notre classe sociale, on aurait peut-être moins ce sentiment d'imposture. Et puis, c'est ça, nos petits succès du quotidien, vu qu'on se compare à des gens d'un autre niveau, nos petits succès quotidiens deviennent après tout indignes de le nommer, puisque ça n'a rien à voir par rapport aux gens à qui on se compare. Et cette comparaison sociale, elle est omniprésente. C'est tout le temps, c'est constamment. Dès qu'on se réveille le matin jusqu'au soir, avant d'aller au lit, c'est quelque chose d'omniprésent. Même nous-mêmes, quand on poste quelque chose sur LinkedIn, sur Instagram, à travers le podcast aussi, par exemple, on va aller voir le nombre de likes, on veut voir le nombre d'écoutes, on veut voir la portée de ce qu'on fait, les impressions, est-ce que ça touche du monde, est-ce que ça touche peu de monde. Et on mesure sa popularité au nombre de j'aime, au nombre de réactions. Et c'est vraiment une mesure de vanité, finalement, cette mesure de likes comme ça. Et cet effet-là peut vraiment briser et baisser notre estime de soi, notre estime de nous, et aller jusqu'à nous blesser. Alors, si on a moins de likes, ça veut dire qu'on est médiocre, alors on ne le mérite pas. Donc, vous voyez, c'est tout cet impact-là. Alors, les réseaux sociaux, il y a des avantages énormes aussi à ça. Je ne veux pas faire un portrait ultra négatif non plus des réseaux sociaux, mais voilà, les réseaux sociaux ont un impact aussi sur la manière dont on se perçoit, notre estime de soi, et potentiellement aussi développer le sentiment d'imposture. Alors, je vous proposerai de faire un défi de déconnexion de vos téléphones au moins une fois par jour pour essayer de vous concentrer sur vous, profiter du moment présent. Puis on l'a vu aussi dans les épisodes précédents avec l'étude de TED qui disait que c'est la puissance de la connexion humaine qui est importante au-delà des écrans, au-delà des téléphones. Donc, je vous propose de profiter des gens qui vous entourent en ce moment, peut-être même d'arrêter ce podcast-là pour vraiment avoir un lien fort avec les gens qui vous entourent. Non, arrêtez pas le podcast. Fini l'épisode et après tu déconnectes. Maintenant qu'on sait ce que c'est, qu'on sait qui sont ces imposteurs, d'où vient ce sentiment d'imposture, mais comment s'en libérer? Comment dire, OK, je suis consciente de ma situation, je veux me libérer de ce sentiment d'imposture qui me pourrit la vie. Et je voudrais aller de l'avant avec ça. Alors, comment faire? Il y a plusieurs étapes qui sont proposées à travers les livres. Donc, je vais vous en proposer quelques-unes. Et si vous êtes déjà passé d'un sentiment d'imposture à un sentiment de fierté, par exemple, partagez-nous en commentaire ou en note d'épisode ce que vous en pensez, comment vous avez fait étape par étape. Aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est d'en parler déjà autour de vous, que ce soit à vos amis, vos collègues, de dire que vous avez ce sentiment d'imposteur. C'est le sortir de soi, c'est d'être d'accord avec le fait déjà qu'on se sent imposteur, parce que l'imposteur ne veut pas être démasqué. Donc le fait d'en parler, ça va vous permettre de diminuer cette pression-là par rapport à ce sentiment d'imposture. Donc, vous pouvez en parler autour de vous, à un professionnel également. Et de reconnaître vos comportements face au succès et aux échecs. De dire, OK, là, j'ai eu un succès ou un échec. Comment je me comporte par rapport à ça? Est-ce que je le dénigre? Est-ce que j'en suis fière? Donc, je vous propose de noter les faits au moment où vous avez soit un échec ou un succès et de noter les émotions aussi associées à ça. Est-ce que vous avez un sentiment de honte? Est-ce que vous avez un sentiment de fierté? Comment vous vous sentez par rapport à ça? Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, un fait, ça serait « j'ai décroché une super promotion ». Les fausses croyances, ça serait je ne suis pas à la hauteur, ils se sont trompés en me nommant ». Et donc là, ça serait se demander, par exemple, pour défaire ce sentiment d'imposture, mais quelles compétences ou talents ont contribué à ce succès? Donc là, en réfléchissant, vous pourriez noter, par exemple, que vous êtes doué dans votre travail et que vous êtes une bonne gestionnaire. Un exercice aussi qui peut vous aider à vous défaire du sentiment d'imposture, c'est de lister vos forces. Admettons, si je vous demandais tout de suite de sortir un papier, un crayon et de me lister vos 5 forces qui vous permettent d'être qui vous êtes aujourd'hui, ça serait quoi? Et puis, un peu comme Sonia Lupien le proposait aussi dans son livre, apprendre à bien stresser pour pouvoir réagir correctement en état de stress, c'est d'apprendre à faire des erreurs. L'imposteur ne veut pas faire d'erreurs ou veut masquer ses erreurs parce qu'il veut pas que ça apparaisse. Alors, d'apprendre à faire des erreurs, c'est finalement de laisser cette quête de perfection de côté et de laisser ces troubles obsessionnels qui peuvent se développer avec le perfectionniste qui veut toujours arriver dans le détail, survérifier que tout est beau avant d'envoyer ce courriel, ce plan, ce dossier. Donc, de laisser de côté cette culture de la perfection parce que si on cherche la perfection, on prend aucun risque.
Si on prend aucun risque, la créativité est quasiment nulle. Donc ça brime un petit peu la personne. Et puis souvent, quand on va chercher le culte de la perfection, on est plus lent parce qu'on veut absolument relire 14 000 fois cette dernière phrase pour voir si tout est correct. On l'a vu aussi dans la saison 3 du podcast, l'erreur permet d'apprendre et de progresser. C'est vraiment un état d'esprit qui nous permet d'évoluer, d'avancer et d'apprendre un peu plus loin. Donc le besoin d'apprendre et d'être tolérant envers nous, mais aussi envers les autres. Donc finalement, c'est aussi de changer cette vision du succès qui ne réside pas uniquement dans des choses matérielles, comme avoir un travail, une maison, une voiture, une famille. On l'a vu dans les épisodes précédents, mais le bonheur, c'est aussi beaucoup plus abstrait. Et il y a plein d'études également sur le sujet. Si vous voulez aller explorer les épisodes précédents, le bonheur, c'est juste des fois des sensations, des états d'être qui peuvent être permanents, qui peuvent être d'une durée plus ou moins longue aussi, ou très futiles. Alors, sortir de sa zone de confort aussi, c'est un moyen qui vous permettrait de vous défaire de votre sentiment d'imposture, d'essayer d'oser de franchir cette ligne qui vous fait peur, d'oser apprendre de nouvelles choses. Si vous faites partie de ceux qui ont le génie, d'essayer des erreurs, d'essayer des nouvelles choses, d'essayer de faire un effort pour vous permettre d'être peut-être encore meilleur dans ce que vous faites, de travailler le muscle de l'effort, de la persévérance, de la résilience face aussi à l'échec. Et tous ces éléments-là, ça va vous permettre finalement de grandir, d'être fier et de recommencer et de réessayer en fait d'autres choses et peu à peu vous délaisser de ce sentiment d'imposture. Un autre point aussi qui peut vous aider à vous défaire de ce sentiment-là, c'est de prendre conscience de vos croyances, que vous êtes capable, pas capable, de prendre conscience de cette dissonance que vous avez en vous entre le désir et la peur d'aller au-delà de ce que vous êtes capable, de vous défaire de ces croyances qui vous imposent instinctivement une manière de vivre, une manière d'être qui peut être aussi désagréable. Donc d'apprendre à se connaître avec douceur et bienveillance, de lister aussi ses valeurs, de dire, OK, on a listé nos forces, quelles sont nos forces, mais maintenant, quelles sont nos valeurs? Admettons, les 3 valeurs essentielles dans votre vie, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle, quelles sont vos valeurs? Et puis justement, dans le livre « Je suis comme je suis » que je vous ai montré plus haut dans l'épisode, il y a une grille de valeurs à un moment donné dans le livre où elle nous dit, voilà, vous avez à choisir un tableau, voilà, le tableau page 37. Quelles sont les valeurs qui vous correspondent? Et donc là, il y a toute une liste de valeurs à cocher et il faut en choisir 15 seulement et les élire de 1 à 10. Donc comme ça permet de faire la sélection des valeurs qu'on pense avoir et après, il y a les explications de ces valeurs-là dans les pages qui suivent. Donc c'est très pertinent, je pense, pour apprendre à se connaître et savoir qui on est vraiment et qu'est-ce qu'on aime vraiment. Une valeur, c'est un principe de vie. C'est pas une qualité ou une compétence. C'est vraiment quelque chose qui nous représente intégralement. C'est pas juste, par exemple, de dire, admettons, je suis bonne dans la communication quand je fais des présentations orales, mais alors par contre, me demande pas de faire une présentation devant la famille au souper de Noël parce que j'aime vraiment pas ça. C'est vraiment quelque chose, une valeur, c'est quelque chose qui te suit peu importe les situations dans laquelle tu es. Donc c'est vraiment, tu sais, il y a la liberté, par exemple, il y a l'efficacité, il y a la communication, le plaisir, le respect, l'authenticité. Quelqu'un, par exemple, dont sa valeur est le plaisir, mais c'est quelqu'un qui souhaite obtenir du plaisir dans toutes les activités qu'il fait, que ce soit au travail, en faisant du sport, et que si le plaisir n'est pas là, il va avoir tendance à abandonner cette activité-là, par exemple. Donc, je trouve que vraiment de définir ces valeurs personnelles permet vraiment d'être à l'écoute de soi et de ses propres besoins, prendre aussi conscience de ses qualités qui découlent de ces valeurs-là, avec les forces aussi. Vous pouvez faire les liens entre vos valeurs, vos qualités et vos forces et de trouver finalement un sens à votre vie et de laisser ce sentiment d'imposture qui vous empêche de vivre de côté. Alors, si tu as aimé cet épisode, eh bien, abonne-toi, mets un like sur la vidéo YouTube, donne 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, partage-le à un ami qui pourrait être intéressé par ce sujet-là. Merci beaucoup pour votre écoute et on se retrouve le mois prochain. Alors, en attendant, on se retrouve sur mon blog alloanaïs-coaching.com, sur LinkedIn et Instagram.